Merci beaucoup, monsieur le directeur, de cette introduction. Alors moi j'ai le plaisir effectivement d'ouvrir ce cycle de table ronde avec un panel donc, de praticiens de haut niveau et qui vont pouvoir donc témoigner de cette première table ronde dont le thème est évidemment tout à fait opportun et qui porte sur la nouvelle gestion, donc axée sur la performance. Alors, ce que je vous propose, c'est d'interroger chacun des participants quelques minutes et puis de se réserver un temps ensuite pour pouvoir échanger avec la salle. Je pense que c'est important et je pense aussi que c'est le moment peut-être d'avoir des réactions de la salle à l'issue de ce premier tour de table. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par M. Benabou, donc qui représente la direction du budget, en lui posant une question un peu organique, hein, pour le coup, et qui consiste à vous demander finalement quel est le rôle de la direction du budget dans la mise en œuvre de cette nouvelle gestion axée sur la performance. Voilà. Je pense que c'est une question qui va permettre de lancer ensuite un certain nombre de questions aux différents participants. M. Benabou. Merci, je vous remercie. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je pense qu'à travers déjà toutes les présentations qu'on a eues ce matin, le rôle de la direction du budget a été déjà bien discuté. Néanmoins, je voudrais axer mon intervention. Je crois que c'est ce qui est maintenant important puisqu'on passe au niveau des discussions et du débat sur le rôle, disons, sur un terrain plus pratique. Pour dire déjà que ce rôle de la direction du budget, donc elle a commencé à l'assumer dès la mise en œuvre, donc il faut le répéter, de la nouvelle gestion budgétaire axée sur les résultats, donc depuis maintenant presque une quinzaine d'années, depuis 2001-2002. Et je crois que ça a été aussi un acquis important qu'il faut souligner, c'est que cette expérience a permis de diffuser et d'ancrer auprès des différents ministères, donc ordonnateurs, ces nouveaux concepts de globalisation des crédits, comme ça a été dit, de gestion axée sur les résultats, d'indicateurs, de gestion par la performance, par les résultats, au lieu d'une gestion sur une logique de crédit. De même, donc, la direction du budget, donc, comme ça a été dit, elle a lancé ce chantier de révision du texte de la loi organique des finances, donc depuis avant la nouvelle constitution, donc depuis déjà beaucoup d'années, mais il a fallu donc accompagner la concrétisation donc de ce texte, donc sa sortie, sa publication, donc à travers un certain nombre de travaux qui ont été menés avec les différentes entités concernées, donc notamment les différentes directions du ministère, et donc à travers aussi donc l'organisation de groupes thématiques sur des thématiques aussi importantes comme on l'a vu, comme la nomenclature ou le système de budget ou la programmation budgétaire pluriannuelle. Bien entendu, la direction du budget n'a pas attendu que la loi soit publiée au bulletin officiel pour commencer à travailler. Il a fallu aller toujours sur cette démarche donc, de proximité, de pragmatisme et de participation, mais aussi une démarche donc anticipative. Et comme vous l'avez vu, donc ça a été déjà dit, néanmoins, toute cette période avant, disons, que la loi ne soit promulguée, a permis à la direction du budget, avec ses partenaires, donc qui sont les différents ministères, qui sont un peu la cible de cette réforme, de pouvoir mener un certain nombre d'actions pour asseoir cette budgétisation axée sur les programmes. Donc, et ça a permis non seulement d'intégrer petit à petit un certain nombre de départements. Aujourd'hui, on a 16 départements préfigurateurs et non des moindres. Et c'est un accompagnement donc, qui a été fait par la direction du budget, aussi bien entendu dans un travail tout à fait de concertation et de partage avec la sous-direction chargée de la mise en œuvre de la réforme et donc les différentes divisions sectorielles qui ont accompagné au jour le jour les différents départements pour pouvoir préparer, par exemple, pour l'axe performance, les projets ministériels de performance et revoir les morasses budgétaires donc, selon les programmes. Bien entendu, l'année 2016, donc, qui va être l'année de consécration, de début d'application de la loi organique des finances, a été pour la direction du budget une année cruciale, donc l'année 2015, pour préparer cette loi, pour justement intégrer les différentes dispositions
qui entre en vigueur dès le 1er janvier. Ça aussi, ça a été dit, mais c'est un travail aussi qui a commencé depuis les 2 dernières années pour essayer de, si on peut dire, assainir le budget d'investissement et des dépenses de fonctionnement, veiller au niveau des charges communes, de ne mettre que les dépenses qui ne peuvent pas être imputées à certains départements ministériels, et aussi tous les travaux, comme ça a été dit, il y a des comités comptes déjà mis en place avec les ministères sur la question de la limitation des crédits de personnel qui rentre dès 2017, et c'est une question fort importante. Aussi, l'effort et l'accompagnement, le rôle de la direction du budget a été, avec le soutien de tous les ministères et de toutes les directions concernées au ministère de l'économie et des finances, de faire en sorte de disposer de tout l'arsenal de documentaire qui a été remis au Parlement au moment du dépôt de la loi de finances. Néanmoins, maintenant, il faut aussi se préparer pour l'année suivante, donc pour dès 2016, revoir le calendrier de programmation et de discussion budgétaire pour l'intégrer, comme on l'a vu, dans le nouveau calendrier de la loi organique des finances, et pour pouvoir tenir en amont à l'exercice de prévision et de finalisation des budgets, tenir les commissions relatives donc à la programmation pluriannuelle et à la performance, ce qui permettra donc, cet exercice permettra ainsi de disposer de toutes les données qui permettront de finaliser, de préparer les commissions budgétaires qui ont lieu plutôt vers la fin de l'été, sur la base donc de cette programmation budgétaire triennale. Et là, je crois que ce qui est important, c'est de souligner que déjà, on est déjà, bien que certaines dispositions ne rentrent que qu'en 2019-2018, déjà avec un certain nombre de ministères, ils sont déjà initiés, ça permettra de capitaliser sur tous les guides, bien entendu. Ça, c'est un peu le travail pratique de toutes les divisions sectorielles avec les ministères, donc, et qui est accompagné par le travail, comme ça a été souligné, tous les guides qui vont être élaborés, etc. Merci de ces précisions et de cette intervention. Alors, je vais passer à monsieur donc, Benchekoun, qui représente la direction des établissements publics, et donc lui poser la question suivante. Comment êtes-vous organisé, comment est organisée en réalité la déclinaison locale de cette démarche de performance au sein du Haut Commissariat des eaux et des forêts, que j'ai présenté comme étant la direction des établissements publics. Donc comment est-ce que c'est organisé localement en réalité? Et puis, deuxième petite question également, c'est de nous préciser quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la déclinaison de cette démarche de performance, et puis également nous dire aussi les points positifs que vous pouvez déjà mettre en avant, tout en sachant que le Haut Commissariat est un ministère préfigurateur historique, hein, fait partie de la première vague qui a été effectivement impliquée dans cette démarche-là. Merci. Effectivement, comme vous le savez, le commissariat est un département ayant entrepris depuis 2005 une démarche basée sur la performance à travers l'élaboration de plans décennal 2005-2014. Et là, c'est un élément quand même fondamental qui a permis d'approfondir un peu l'aspect planification et l'aspect responsabilisation. Et décliner aussi en termes sur le territoire, en termes de projets rapprochés au niveau local. Et donc, ces projets territoriaux ont été contractualisés, responsabilisés à travers les responsables locaux avec les directions centrales, les services centraux, pour essayer de suivre de près cette démarche-là. Cette culture-là de plan décennal, et à travers aussi l'accompagnement de ce plan, il y a eu une programmation triennale, mais aussi triennale glissant, parce que ça permet d'accompagner, disons, l'année biologique au fur et à mesure avec, disons, l'année budgétaire ou comptable. Donc ça permet quand même d'avoir cette visibilité. Et dès le départ, c'était l'intégration des gens de terrain au niveau local pour concrétiser des programmes territoriaux au niveau central. Et je crois que cette méthode-là a permis au ministère de l'économie et des finances de nous choisir déjà dès le départ comme préfigurateur et de nous accompagner dans cet exercice. Cet exercice-là, certes, on a l'expérience, comme je l'ai dit, à travers cette programmation décennale et programmation triennale, mais était difficile à travers l'élaboration d'un certain nombre d'objectifs, d'indicateurs, etc., débattus
accompagné par les experts, comme vous le savez, et aussi par les cadres du ministère de l'économie et des finances. Ça nous a permis aussi donc de cadrer notre activité, notre morasse budgétaire, et enfin on s'est retrouvé avec 3 programmes et un programme, disons, support, comme l'a été précisé tout à l'heure. Accompagné aussi par une série de batteries d'objectifs et d'indicateurs, 6 objectifs et 9 indicateurs, mais auxquels on a ajouté cette année, disons, les projets tels qu'il a été présenté par Sibrata concernant la bureautique et la gestion des ressources humaines. Et tout ça, déjà nous, l'année dernière, c'est-à-dire à travers la loi de 2015, on l'a déposé, on l'a débattu sur la base de projets de performance. Et on a déjà constaté un réel changement au niveau de la réaction de la commission du Parlement. Et donc c'est un témoin que j'apporte en quelque sorte à travers les réactions des parlementaires au niveau de la commission par rapport à la programmation de. Et ça permet quand même d'aller de l'avant dans une certaine mesure de la performance au niveau territorial. Et ça, je crois que parmi vous l'avez posé comme question, les points faibles. Effectivement, la concertation au niveau central s'est limitée avec les directions centrales pour essayer de concrétiser un peu quels sont les programmes, les objectifs, etc. Mais on n'a pas pu quand même intégrer dès le départ les gens du terrain, c'est-à-dire les directeurs régionaux. Mais je crois que les orientations actuelles de M. le Haut-Commissaire, et d'ailleurs, comme vous le savez, je peux le dire, à partir du mois de novembre, une série de réunions sera programmée avec les différentes directions régionales, 12 au niveau territorial, pour transmettre ce message-là et être beaucoup plus performant et en avance pour essayer de réaliser et de concrétiser un peu cette loi, tant au niveau central qu'au niveau local. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, maintenant, on va passer à monsieur Belfamille, donc de la direction des établissements publics. Alors, les établissements publics représentent naturellement un périmètre important dans le budget de l'État, c'est évident. La question que je voudrais vous poser, c'est en quoi et comment ces établissements publics sont-ils déjà concernés par la loi organique? Est-ce qu'ils sont déjà rentrés dans cette loi organique? Et est-ce qu'il y a un dispositif spécifique d'accompagnement pour ces établissements publics? Je demande aussi d'ailleurs à M. Bellabou de vouloir éventuellement compléter la réponse de M. Belfamille. Merci. Merci, M. Méa. Alors, par rapport aux établissements et entreprises publiques, comme vous venez de le dire, effectivement, c'est un modèle institutionnel qui dispose d'un mode de gouvernance, d'un mode de gestion et de contrôle distinct de ceux de l'État. Mais ils ont en commun, effectivement, cette logique de résultat et cette recherche de la performance. Ces établissements d'entreprises publiques sont au cœur de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, de projets structurants, de stratégies sectorielles, et bien sûr, ils se distinguent, ils se caractérisent par ce dynamisme accru. Je me limite à quelques chiffres. Ils portent les 2/3 de l'investissement public et ils concourent à hauteur de 8% au PIB du pays. Et leur production a connu une croissance soutenue sur les 10 dernières années d'environ 8%, ce qui est un rythme assez conséquent. Alors, par rapport à la LOF, effectivement, qu'il a assigné à l'État cet objectif de performance, les établissements publics sont également concernés, et en particulier les établissements bénéficiant, et les établissements d'entreprises publiques bénéficiant de subventions de l'État ou de concours financiers, puisqu'ils seront interpellés à partir de janvier 2019 à présenter une programmation pluriannuelle au Parlement en accompagnement des projets de performance des différents départements ministériels. Alors, dans le sillage et parallèlement à la mise en place de la nouvelle LOF, le ministère de l'économie et des finances avait mené de nombreux chantiers visant à l'amélioration de la gouvernance des établissements d'entreprises publiques. Un code de bonne pratique a été déjà lancé en 2012, à développer la démarche contractuelle au sujet de laquelle je dirais que notre pays dispose quand même d'une expérience assez précieuse, et à ce sujet un guide a été diffusé, un guide méthodologique a été diffusé en 2013,
et bien sûr tous les efforts fournis pour une meilleure programmation des organes délibérants, la certification des comptes, la génération des audits. Concernant la démarche contractuelle, j'aimerais juste mettre un focus par rapport à ça pour dire qu'en plus du fait que cette démarche permet une meilleure corrélation entre les orientations stratégiques du gouvernement et la vision stratégique de l'établissement ou l'entreprise publique, cette démarche permet d'impacter positivement les performances opérationnelles et managérielles de l'établissement et de l'entreprise publique à travers un certain nombre d'apports. D'abord, la modernisation de la gestion, la rationalisation des dépenses, l'amélioration des modes de gouvernance et bien sûr la pérennisation des modèles d'entreprise. Maintenant, la LOLF va accélérer l'ensemble de ces chantiers. Je mettrai l'accent sur 3 principalement. D'abord, la réforme, le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle financier des établissements d'entreprise publiques, qui est en cours de mise au point au niveau des SGG. Alors, ce projet va, disons, dédier un titre entièrement à la gouvernance des établissements d'entreprise publiques, ce qui est une nouveauté, puisque ce titre-là va permettre, ambition justement, de professionnaliser les organes délibérants des établissements d'entreprise publiques, à travers notamment la limitation de leur taille, l'instauration des comités spécialisés et l'introduction des administrateurs indépendants et d'autres. Par rapport au contrôle financier, ce projet de réforme ambitionne d'améliorer l'efficacité du contrôle financier en l'orientant davantage vers l'appréciation des performances, vers la prévention des risques, à travers notamment la clarification des objectifs de contrôle, des responsabilités également des acteurs, l'introduction d'une nouvelle segmentation et d'une nouvelle typologie de contrôle axée davantage sur la qualité de gestion. Le deuxième chantier important à signaler, qui est en cours de préparation, c'est la mise en place de la gestion active du portefeuille, qui vise à mieux encadrer le rôle de l'État actionnaire et bien sûr à travers la mise en place d'une charte formalisant de manière publique la stratégie actionnariale de l'État, c'est-à-dire les attentes, les objectifs de l'État vis-à-vis de son portefeuille, et qui permettra à l'État, bien sûr, un meilleur pilotage d'un périmètre, bien sûr, déterminé d'établissements et d'entreprises publiques pour le développement, la préservation et la valorisation du patrimoine public mis à leur disposition. Le troisième chantier important, il vient d'ailleurs de faire l'objet d'un séminaire donc en mai dernier, c'est celui des partenariats publics-privés. Alors ce nouveau cadre légal, tout en permettant effectivement aux opérateurs publics de disposer d'un levier de financement, disons, supplémentaire pour accompagner l'effort d'investissement public, et permet surtout aux opérateurs publics de disons, bénéficier de l'expertise, du financement du secteur privé, mais surtout, par rapport à la problématique justement de la performance, elle permet d'améliorer et de renforcer l'effectivité, la qualité de service et bien sûr la rationalisation des dépenses. Rien qu'à travers, et j'aimerais bien citer ça, qu'à travers, disons, l'introduction de cette rémunération sur la base de la performance. Éventuellement. Je pense que ça a été précisé que la loi organique des finances prévoit de transmettre au Parlement la programmation triennale des établissements d'entreprise publiques qui sont subventionnés ou bénéficient d'apports financiers de l'État. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de ministères, notamment pour les secteurs non marchands, leur activité et leur action passent à travers l'action d'établissements publics qui sont autonomes, qui ont leur propre conseil d'administration, mais néanmoins, le Parlement se doit d'être informé sur les politiques et les actions menées par ces établissements publics et leurs réalisations. Aujourd'hui, d'ailleurs,
la discussion de ces budgets d'établissements publics se font à la direction du budget de la même manière que sont discutés les budgets des ministères. Et demain, le projet ministériel de performance d'un département, par exemple, comme l'éducation nationale, on ne peut pas l'imaginer sans apprécier les réalisations et l'action des académies d'éducation. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire et cette information, cette action doit être suivie et évaluée également. On va maintenant passer sur un sujet qui fait partie, bien sûr, toujours de cette mise en place de la nouvelle gestion publique. C'est finalement, je m'adresse à monsieur l'inspecteur des finances, sur le rôle finalement que joue l'inspection des finances, et le rôle effectivement important, mais quel est-il ce rôle finalement dans la mise en place de cette organique des finances? Et je vous poserai une deuxième question par la suite. Merci Emmanuel. Pour l'inspection générale des finances, j'aimerais rappeler un peu l'accompagnement qu'il a assuré dans la préparation et dans le chantier de la réforme budgétaire en collaboration étroite avec la direction du budget et les autres partenaires. Et effectivement, depuis 2001, le processus a été rappelé ce matin. Le Maroc a engagé cette réforme budgétaire et l'inspection a participé activement, soit dans les travaux des commissions, soit aussi, et c'est l'aboutissement de son travail, après la réalisation des audits de performance. Et ces audits de performance ont été entamés après, si vous voulez, une préparation, une formation des inspecteurs à cet audit qui demande une nouvelle approche et des axes, une démarche différente des audits classiques. Et ça a donné, si vous voulez, l'élaboration d'un manuel, la formation des inspecteurs, le lancement des missions pilotes, et puis le passage à une action d'élaboration des rapports de performance. En 2009, un rapport de synthèse de 22 départements audités a été publié. Et ça, cette expérience, si vous voulez, a, comme ça a été souligné ce matin par le directeur du budget, il a servi énormément dans la préfiguration qui a suivi. Et on a tiré de ces audits un certain nombre d'enseignements et des leçons qui ont servi, si vous voulez, au passage maintenant à cet aboutissement, le couronnement de la réforme budgétaire qui a abouti à la loi organique des finances. Maintenant, effectivement, les enseignements tirés, c'est d'abord, c'était un signal d'encouragement pour aller en avant pour la réforme, parce que les audits de performance qui ont été menés ont dégagé des signes encourageants. Je souligne trois principaux. Les stratégies sectorielles, c'est-à-dire que les départements ministériels disposent dorénavant des stratégies sectorielles, ce qui encourage, si vous voulez, à décliner ces stratégies en programme. Et donc c'est un signe encourageant pour la réussite, si vous voulez, du passage au nouveau mode de gestion budgétaire. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un développement des systèmes d'information, c'est-à-dire que des ministères ont investi dans les systèmes d'information, ce qui va permettre un peu de collecter les informations et de servir de renseigner les indicateurs de performance. Et le troisième, c'est la formalisation des procédures, parce que effectivement, les ministères ont commencé déjà, je parle de 2009, parce que l'audit de performance, il a couvert des exercices 2007-2008, et déjà, on a constaté qu'il y a un effort au niveau de la formalisation des procédures. Par contre, il a souligné un peu les points qu'il faut travailler, et normalement, qui devraient aussi conditionner la réussite de la réforme, notamment la structuration des programmes et la restructuration, si vous voulez, des molasses budgétaires des départements ministériels, ce qui a donc amené effectivement à demander au ministère, de commencer par les ministères préfigurateurs,
Et aussi, donc, à essayer aussi, un deuxième élément qu'il faut travailler, c'est les indicateurs. Donc, et c'était souligné d'ailleurs, même au niveau de la préfiguration, qu'on a mis l'accent beaucoup sur les indicateurs d'activité. Et donc, il fallait passer à la qualité des services et si vous voulez, des indicateurs qui ont une relation avec les services offerts aux citoyens. Et ces recommandations ont été prises en compte par les responsables, et ces audits nous ont permis aussi à l'inspection de mettre à l'épreuve les outils et la démarche. Ce qui nous a amené à revoir notre manuel, et nous avons profité du jumelage avec nos partenaires français et portugais pour perfectionner les outils d'audit, mais aussi également la formation des auditeurs. Donc les audits que nous avions menés avant ont permis le lancement de ce chantier au niveau du perfectionnement des compétences des inspecteurs pour mener cet audit, mais aussi en mettant les recommandations des audits qui ont été faits à la disposition des gestionnaires, ce qui a permis au département ministériel de mettre à profit les recommandations qui sont consignées dans nos rapports. Donc, si vous voulez bien, l'inspection a joué un rôle comme étant un acteur aussi de la réforme budgétaire, et il jouera effectivement un rôle fondamental maintenant qui est légal avec la publication des textes dans la réalisation des audits de performance. Et si vous permettez, donc les audits de performance ils ont un objectif qui est double. C'est d'abord informer le Parlement et donc mettre à la disposition des parlementaires une information objective qui sera produite par les inspecteurs en utilisant les méthodes et en s'inspirant des normes internationales, pour l'informer, si vous voulez, sur la mise en œuvre du dispositif de la performance. Ça a été dit, il y a des rapports de performance, des projets de performance, des rapports de performance qui seront acheminés au Parlement, et l'inspection, avec les audits de performance, va un peu rassurer ou montrer du doigt tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. Parce que dans les audits que nous avions menés, nous avons fait sortir les points forts que je viens de citer, mais aussi en attirant l'attention sur les vulnérabilités et en émettant, si vous voulez, les recommandations utiles pour servir la performance et pour réussir le passage, si vous voulez, à la nouvelle gestion axée sur les résultats. Bon, finalement, vous avez répondu à ma deuxième question, c'était celle-ci, sur les audits de performance, sur le contenu. Une dernière petite question, M. Bousselin, simplement sur vous préciser comment seront organisés ces audits de performance, qui les pilotera, est-ce que ça sera l'inspection, en lien avec l'autre corps d'inspection ministériel, comment tout ça va s'organiser en quelques mots, s'il vous plaît. Maintenant, l'inspection générale des finances compte donc mettre à profit son expérience et utiliser, comme je vous ai dit, les nouveaux outils. L'audit de performance, en deux mots, ça va concerner l'analyse des programmes, l'appréciation des objectifs, l'examen des indicateurs et l'examen des résultats. Comment il va faire? Un arrêté viendra préciser les modalités d'exécution de cet audit, mais il compte impliquer les IGM, ça a été dit ce matin, et va impliquer les inspections générales ministérielles. Et comme il dispose maintenant des outils adaptés, nous comptons, si vous voulez, couvrir les ministères et produire l'audit de performance et élaborer un rapport qui va accompagner le projet de loi de règlement. On peut imaginer qu'effectivement, il ne présente plus, mais que je vous présente quand même, Fabien Cederer, donc Banque mondiale.
Une question donc, qui porte cette fois-ci sur le suivi et l'évaluation de la performance. Quelle différence existe-t-il entre le suivi et l'évaluation de la performance et ces audits de performance? Merci beaucoup. Permettez-moi avant tout d'exprimer mon plaisir d'être invité à ce mariage aujourd'hui. C'est vrai que ça fait tellement de temps qu'on a pu échanger, je vois tellement de visages familiers dans la salle que j'ai un peu l'impression d'appartenir à cette famille. Le suivi et l'évaluation de la performance, c'est vrai que c'est un peu le témoin de ce mariage entre les services publics et le citoyen heureux. Et donc, en effet, même s'ils sont tous interreliés, chaque dimension a quand même des spécificités. Je pense qu'on vient d'avoir une illustration très claire des différents panélistes ici, des différentes dimensions. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, peut-être juste pour mentionner un peu les trois niveaux, le suivi de la performance. Alors, vous avez le suivi vertical et horizontal. Donc vertical, vraiment au sein des ministères, je pense que là, c'est tout le thème de la responsabilisation, de la responsabilité, y compris avec les opérateurs, comme on l'a vu avec M. Belfamy, ou avec les services déconcentrés, d'où la question de la déconcentration, on l'a vu avec M. Benchekroun. Ensuite, il y a le suivi horizontal, donc toute la question un peu des conférences performo-budgétaires, si on peut les appeler comme ça, avec la dimension triennale, entre les départements et le ministère des Finances. Je sais que ça, c'est vraiment un élément clé, parce que l'audit de performance, qui aussi porte très bien son nom, parce que l'audit, c'est un peu une assurance qualité. C'est s'assurer que c'est une procédure qui s'assure que de la fiabilité, de la sincérité et des informations qui sont présentées ensuite au ministère des Finances, au Parlement, aux citoyens. Audit de performance donc, qui permet de stabiliser un petit peu le champ des programmes, le périmètre, les systèmes d'information, les objectifs et les indicateurs. L'évaluation est très différente et c'est une logique complètement différente. On le voit dans la terminologie déjà, c'est estimer la valeur, donc la valeur du service public, la value for money aussi, donc il y a des dimensions financières. Je pense que ça c'est une dimension très importante. M. Mordac a tout à fait raison de dire que ça nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que quand on voit un peu le benchmarking international, il y a eu beaucoup d'expériences de réforme budgétaire de New Public Management à travers le monde dans les différentes régions. Un élément clé qui a fait le succès ou non de cette réforme, c'est vraiment l'évaluation. L'évaluation qui permet d'avoir ce feedback loop pour informer la prise de décision, voir quels sont les services publics qui fonctionnent, quelles sont les améliorations potentielles, et toute la question de la qualité du service public. Donc c'est vraiment par l'évaluation qu'on peut y répondre. Et je pense que ça, c'est une dimension qui figure dans la loi organique, l'article 39 si je me souviens bien, qui n'a pas encore été tout à fait précisé dans les textes d'application, et donc ça c'est peut-être une étape future essentielle. Alors, encore une question donc, qui concerne cette fois-ci, on a parlé d'audit, on a parlé de suivi d'évaluation de la performance des programmes. Quelle différence fait-on également entre l'évaluation des politiques publiques? Comment cela s'articule-t-il en réalité? Donc là aussi, il y a beaucoup d'expériences internationales différentes. Donc il y a la politique publique qui est souvent de nature transversale, multi-acteurs. Certains pays ont opté pour cela, je pense que la France en est un exemple. D'autres pays ont choisi plutôt des évaluations de programmes. Donc, et se focaliser sur des programmes prestataires de services. Si je prends l'exemple de l'éducation nationale, le principal programme, c'est celui de l'obligation, de l'éducation obligatoire, donc du cycle de 5 à 15 ans. C'est qu'un objectif essentiel, c'est les acquis des élèves. Donc toutes les ressources, un quart du budget, si je ne me trompe pas, vont dans ce sens. Donc la question est de savoir comment mettre en place l'évaluation de ces acquis des élèves et comment faire remonter cette information dans la prise de décision d'allocation des ressources et de modernisation. Et donc là il y a une distinction au niveau de l'évaluation publique, de politique publique. Si vous voulez évaluer la politique publique éducative, forcément, ça prend en compte également le secteur privé, les différentes dimensions. Mais il est possible, et des pays comme le Chili le font, par exemple, d'avoir une évaluation beaucoup plus courte, moins coûteuse, plus rapide, juste de ce programme pour pouvoir avoir le feedback loop dans le prochain cycle. Merci, je pense que c'est effectivement clair. Alors, ces évaluations des politiques publiques, et là je m'adresse aussi à M. l'inspecteur des finances, ces évaluations des politiques publiques, finalement, qui les conduira à l'avenir? Qui va les faire?
Bien, ça a été souligné par Mordak il y a un instant. L'évaluation des politiques publiques, constitutionnellement, c'est le Parlement. La Cour des comptes peut aussi faire diligenter des missions d'évaluation des politiques publiques, mais également l'exécutif peut aussi faire diligenter des missions d'évaluation. Donc l'inspection générale des finances, dans son programme annuel d'activité, nous programmons des évaluations, soit des évaluations d'un programme, mais aussi ça peut être plusieurs programmes, donc une politique publique qui donc rassemble plusieurs programmes. Donc ça fait partie des compétences, si vous voulez, de l'inspection générale. Donc il a déjà fait un certain nombre d'évaluations, de programmes et de projets, mais il peut, dans le cadre de cette mise en œuvre de la loi organique des finances, comme ça a été souligné, on peut demander à l'inspection de s'associer à cet effort d'évaluation et peut programmer des missions d'évaluation de certains programmes. Juste, Yvan, pour compléter, il y a la question de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Donc je pense que l'évaluation interne, et je pense que c'est aussi tout à fait dans le thème de la responsabilisation et de la performance, c'est le département qui s'auto-évalue sur la base peut-être de référentiels harmonisés. C'est également l'exemple du Chili, du Canada. Et donc là, il y a forcément la mariée joue un rôle très important dans cette évaluation. Et enfin, je pense que dans l'évaluation externe, il y a également la Cour des comptes qui souvent joue un rôle très important dans cette évaluation des politiques publiques et des programmes. Donc ça faisant une coopération future avec ça. C'est important de souligner le rôle de la Cour des comptes. Alors, je pense qu'on est dans notre timing.